Voilà, le Café Les Libraires continue ses rencontres avec les auteurs et avec leurs derniers livres parus en français, parce que c'est vrai que quelquefois ils sont parus depuis beaucoup plus longtemps dans leur pays d'origine, mais nous on les découvre et on est heureux de le faire. Donc, et puis c'est le Café des Libraires, ce sont les libraires qui ont la priorité pour s'exprimer, et je suis heureuse de retrouver Béatrice Leroux qui était déjà là l'année dernière. Il y a 2 ans. Enfin oui, moi je dis l'année dernière, oui, parce que j'ai toujours l'impression que voilà, qui était complètement terrorisée l'année dernière, mais alors maintenant qui arrive avec une décontraction extraordinaire. Elle travaille à la librairie Gibert Joseph. Gibert Jeune. À chaque fois, je dis Michel, le contraire. je sais. Ah, c'est pas grave. Et c'est dans le 6e? Non, 5e. Bah voilà, donc j'ai tout faux, ça commence bien. Pardon Béatrice. C'est pas grave, Maëlle. Alors avec nous sur le plateau de cette nouvelle rencontre qui s'intitule Histoire de famille. À côté de moi, Dinao Mengestou, qui va nous parler de son livre « Ce qu'on peut lire dans l'air » paru chez Albin Michel. Et Dinao, qui parle bien français en fait, sera peut-être traduit, on ne sait pas, par David Mardel, qui est très content, qui se dit « Je vais passer 1 heure peinard à écouter les autres ». À côté de David, Danzy Senna. Danzy Senna qui va être traduite par Marguerite Capel. Marguerite, c'est une habituée aussi de ce festival américain, d'Étonnants Voyageurs aussi, d'ailleurs on se retrouve partout. Et Danzy Senna qui va nous parler de son nouveau livre paru en français, paru aux éditions Actes Sud et qui s'intitule « Où as-tu passé la nuit ?» À côté de moi, Lionel Trouillot, qui n'a évidemment pas besoin d'interprète, qui est un habitué du festival américain. Je le disais, il est presque là tous les ans, Lionel, depuis les débuts du festival, et qui va nous parler de son très beau livre « La belle amour humaine », paru aux éditions Actes Sud. Et puis, à côté de Lionel, Vendela Vida, Se souvenir des jours heureux, c'est le titre de son livre paru chez Albin Michel. Et c'est Sohail Guin qui va la traduire. Je disais à Sohail, c'est presque Soleil, qu'il avait un très joli prénom. Et il m'a dit que c'était un prénom égyptien, c'est ça ? D'origine égyptienne. Voilà, bienvenue à tous sur ce plateau. Et nous allons commencer tout de suite par le livre de Danzy Senna. Alors, je vais déjà essayer de retrouver mes fiches comme il faut, voilà. Danzy Senna est née à Boston, dans le Massachusetts. Elle est diplômée de l'université de Stanford. Elle a travaillé comme journaliste pour plusieurs magazines. Elle écrit sur des thèmes comme la mixité raciale et la quête d'identité. On a déjà connu 2 de ses précédents romans, Demi-teinte, paru en 2004, et Symptomatique en 2006 chez Métellier. Et Où as-tu passé la nuit est le livre qui sort chez Actes Sud. Alors, on a eu son mari tout à l'heure sur le plateau. Voilà, j'ai dit. Percival Everett était avec nous tout à l'heure. Et voilà, elle va nous parler de ce livre dont le sous-titre s'intitule « Une histoire personnelle » et qui a été traduit par Béatrice Trottignon. Alors voilà, encore une Béatrice. À toi, Béatrice, de nous parler un petit peu de l'histoire que raconte Danzy Senna. Donc, comme histoire de famille, l'histoire de ses parents. Donc, en 68, il y a un beau mariage d'amour entre une belle blonde, de bonne famille, blanche, voilà, avec une histoire de famille fabuleuse. Dans le roman, à un moment, vous parlez de l'histoire de votre mère, l'histoire de la famille de votre mère, et on s'aperçoit que ça remonte très, très loin dans l'histoire des États-Unis, une histoire même... Voilà, il y a des gens très connus dans votre famille, et un jeune étudiant noir. Alors lui, par contre, fauché, il ne connaît pas grand-chose. Mais voilà, c'est le grand amour. Donc il se marie. Et 3 enfants. Et après, le couple vole en éclats. Mais de façon même parfois brutale. Et donc, on va voir les conséquences que ça a sur les enfants et surtout sur vous. Voilà. Donc tout d'abord, il y a quelque chose moi, que j'aimerais que vous m'expliquiez, c'est le titre, parce que le fameux titre « Où as-tu passé la nuit ?» ça m'a tout de suite fait penser au titre d'un film américain connu.
qui est Devine qui vient de dîner ce soir. Et je voulais savoir si vous aviez également fait le rapprochement ou si c'était comme ça un titre qui vous était passé par la tête. The title, Where Did You Sleep Last Night, is actually the title of an old blues song by Leadbelly. And part of why I chose that title was the original subject of the book was my grandmother, who was a black woman from the South, a musician, a sort of musical prodigy who played the blues and jazz. And this was kind of the tradition she came out of. But she was a complete mystery to me. This African-American grandmother I had, she was very dark-skinned, and she had 3 children who were much lighter-skinned than she was. En fait, ce titre, il vient de celui d'une chanson de blues que je connaissais, parce qu'en fait, le sujet original de ce livre, quand j'ai commencé à l'écrire, c'était ma grand-mère. Ma grand-mère était cette femme noire du sud des États-Unis. Elle était musicienne, c'était même un prodige de la musique. Elle jouait du blues, du jazz, c'était vraiment sa tradition, l'univers dans lequel elle avait grandi. Elle était très mystérieuse pour moi, cette grand-mère afro-américaine qui était très noire, très foncée de peau et qui avait eu 3 enfants beaucoup plus clairs qu'elle. And she it was very unclear to her children about their origins, their paternity, and so much of the book is about my search to understand my father's identity and the story of his family, which, as Beatrice said, on one side, my family, my white family, has been compulsively documented. They're blue blood, sort of Mayflower family, who have been written about a lot. And my father's side of the family was sort of the opposite, was completely buried, this history. And so the book is my search for that story. And the Leadbelly song is about a woman who did you sleep with last night is essentially the subject. And so the book is a lot about paternity, I'd say. En fait, ma grand-mère n'a jamais été claire avec ses enfants sur leurs origines. Elle leur a jamais dit vraiment qui était leur père et d'où ils venaient. Et quand j'ai commencé à écrire ce livre, ma recherche portait sur l'identité de mon père, justement, et sur son histoire familiale. Et comme l'a dit Béatrice, il y avait une vraie différence entre l'histoire de ma mère, qui était très, au contraire, connue, documentée, sur laquelle il existait beaucoup de choses que tout le monde connaissait. C'était une famille de sang bleu, une sorte de famille de pionniers du Mayflower, en quelque sorte, alors qu'au contraire, l'histoire de la famille de mon père était complètement cachée et inconnue. Et donc, dans cette chanson de Leadbelly, Why Did You Sleep Last Night, c'est l'histoire en fait d'une femme à qui on demande avec qui elle a couché hier soir. Et donc c'était vraiment ça le sujet, c'est cette histoire de la paternité, cette quête de qui est le père dans l'histoire. Et donc, tout le long du livre, on se dit que votre père, connaissant quasiment pas ses origines, à part sa mère, on sent que sa mère lui a menti tout le temps, il s'est inventé un père. Du moins, il est persuadé que le père qu'il croit être son père est vraiment son père. Et on se dit comment il peut construire une famille, avoir des enfants, alors que lui n'a toujours pas résolu le problème avec sa propre famille. Yes, you know, when I started this book, I didn't want it to be a personal story. I didn't want to write about my own childhood with my father. That material was too dangerous and painful for me, so I thought I was writing a history and using my family as a kind of microcosm of American history, and it was going to be very distant. But I realized that I couldn't tell that story without the other story, and so much of the book for me was trying to understand this very difficult relationship through history and through sort of excavating the past. Yes, you know, my father did not have the tools, to put it mildly, to be a father, but I didn't understand anything about where he came from when I started this book. And by the end of the book, I realized sort of how extraordinary he was for having done what he did, given his background.
En fait, quand j'ai commencé à écrire ce livre, je ne voulais pas que ce soit quelque chose de trop personnel. Je voulais pas que ça parle de moi, de mon enfance. Ça me paraissait trop dangereux, trop douloureux. Donc je l'ai pris plutôt au travers d'une perspective historique. Je voulais écrire une histoire américaine. Et du coup, j'ai pris cet exemple, celui de ma famille, comme une sorte de microcosme au travers duquel s'exprimait l'histoire américaine, avec une forme de distance. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'on ne pouvait pas écrire l'histoire avec un grand H, sans la petite histoire, sans cette histoire-là, justement, sans essayer de comprendre cette relation. Et c'est ce que j'ai fait au travers de cette recherche, comprendre cette relation avec mon père au travers de l'histoire, déterrer le passé en quelque sorte. Et c'est vrai que mon père n'avait pas du tout les moyens d'être un père au sens où moi je l'aurais conçu, je l'aurais imaginé, mais je ne savais rien de lui au moment où j'ai commencé à écrire ce livre. Et quand même à la fin de ce travail d'écriture, j'en suis venue à penser qu'il était quand même assez extraordinaire d'avoir été qui il avait été compte tenu de là d'où il venait. C'est surtout une belle déclaration d'amour à votre père. Tout le livre. Et pourtant, le père, il y a des scènes terrifiantes pour une gamine. Quand vous lui demandez tous les ans, il doit vous offrir des cadeaux d'anniversaire qui n'arrivent jamais. La seule fois où vous en offrez un, c'est un truc défectueux. Et ça, j'avais presque envie de pleurer pour vous, quoi. Je me disais, c'est pas vrai, elle a tendu ce bureau pendant des années, il arrive, elle passe sa soirée à essayer de le monter, ça marche pas, il est défectueux, il termine à la poubelle. Et je trouvais ça horrible. Et je me disais, finalement, ce père, c'est l'exemple, ça montre bien ce qu'était le père, quoi. Il essayait d'être un père et c'était pas possible. Yeah, I don't know why, for some reason, that scene of the gift, are you talking about the knives or the coat? The desk. The bureau, desk. Yeah, the desk. There were a lot of gifts that didn't work. So, yeah, I mean, I think there's a lot of sadness in that story, but I think that the gratitude, it's a strange kind of gratitude that I come to feel for him because in a way, this is the person who made me who I am, for whatever, for better or worse, and in some ways, who made me a writer. It's the story of sometimes the most painful things that you survive, or hopefully survive, are the things that give you the urgency and give you the story to tell. So it's a bittersweet story, for sure. Donc il y a eu en fait plusieurs cadeaux qui n'ont pas fonctionné, pas que le bureau. C'est vrai que cette histoire, il y a beaucoup de tristesse dans cette histoire, mais je ressens aussi une forme de gratitude un peu étrange pour mon père finalement, parce que c'est lui qui a fait ce que je suis, pour le pire et pour le meilleur. C'est aussi lui qui a fait de moi un écrivain, parce que finalement c'est ce qu'on vit de plus douloureux, ce à quoi on survit, de plus douloureux qui donne aussi ce sens à l'écriture, cette volonté d'écrire, cette capacité à écrire. Donc c'est une histoire un peu, on va dire, doux-amère. Oui. Et moi, je voudrais juste lire un petit extrait justement du livre qui dit bien ça. En l'absence d'une famille noire en chair et en os, de racines noires et d'une communauté noire cohérente, forte d'une histoire concrète et tangible, il, donc le père, devint obsédé par l'idée d'identité noire, par l'idée de race et par le défi d'inculquer une conscience de race à ses 3 enfants au teint clair. Il projeta sur nous, ses enfants, son propre sentiment d'isolement et sa peur de la disparition de l'identité noire. Il se façonna et nous imposa une identité noire touchant exclusivement à l'intellect, une identité abstraite sur la défensive, définie négativement toujours par rapport à l'identité blanche. Et cela porta ses fruits. Ma sœur, mon frère et moi ne nous considérions jamais autrement que comme des Noirs. Et ça, c'est de cela dont vous allez être reconnaissante au bout de... Parce que ce personnage, il est à la fois émouvant parce qu'il fait tout mal. Il essaye de bien faire. Il fait tout bien et il fait tout mal. Il fait tout mal. Il est maladroit, ce père. Il est maladroit, mais au bout du compte, ce que vous dites, et c'est ce qui est beau dans l'histoire, c'est qu'il vous a façonné d'une certaine manière. Il vous a aidé à vous forger une identité. Yeah, and I mean, this, I don't know if you've ever read a memoir that did not upset any of your family members or any of the writer's family members, but that's usually not a very interesting book. And
So I was taking a lot of risks in writing this story and hoping that some of that love would come through in the telling of it. And the complexity, I would say that there's a lot of anger as well as love in it. But it was a book that I really tried to avoid. I kept trying to abandon this project, and it kept sort of drawing me back to it. And I decided at a certain point that the risk of not turning this into a narrative was much worse than the risk of me telling this story and upsetting people, that I needed to do it, though it would be hard. Je ne sais pas si c'est possible d'écrire une histoire personnelle, des mémoires, sans que ça blesse, que ce soit douloureux pour des membres de la famille à un moment donné. Peut-être d'ailleurs que sinon ce genre d'histoire serait pas très intéressante. C'est risqué en fait d'écrire une histoire comme ça, et je l'ai écrit en prenant ce risque et en pensant que quand même il en sortirait quelque part de l'amour. Il en est sorti de la colère bien sûr, mais une complexité en fait, des sentiments mêlés d'amour et de colère. J'ai essayé d'éviter ce livre pendant très longtemps, j'ai essayé de l'abandonner plusieurs fois, mais à chaque fois ça me recapturait en quelque sorte, j'étais attirée de nouveau vers ce projet. Et finalement j'ai fini par me dire que le risque de ne pas le faire, de ne pas écrire cette histoire et la transformer en récit, c'était pire que le risque que je prenais en le faisant et le risque que je prenais de blesser des gens. J'avais besoin en fait de faire ce livre. Et c'est un très beau livre, ça s'intitule « Où as-tu passé la nuit ?» Une histoire personnelle, traduite de l'américain par Béatrice Trottignon. Alors on va passer à une autre histoire. Est-ce que c'est vraiment une histoire de famille? Oui, on peut d'une certaine manière. Oui, parce qu'elle part à la recherche de son... Voilà. Là aussi, elle part à la recherche de son père, de son grand-père, des histoires surtout de son père. Ouais. Alors Lionel, vous le connaissez parce qu'il est, je vous l'ai dit, il est souvent ici au Festival America. Il est romancier, poète, journaliste, intellectuel engagé. Il est né à Port-au-Prince où il vit toujours aujourd'hui. Et voilà, il a pour ce livre, ce nouveau livre. La belle amour humaine, j'adore vraiment ce titre, je lui le dis à chaque fois. Il a reçu le Grand Prix du roman métis en 2011 et le prix du Salon du Livre de Genève en 2012. La belle amour humaine que nous présente Béatrice. Donc Anaïs, une jeune occidentale, on ne sait pas trop d'où elle vient, mais bon, Occident, on suppose Europe, arrive à Haïti à la recherche de réponses sur la disparition de son père, disparition brutale quand elle était jeune, qui lui-même disparaît, donc lui disparaît juste après la mort de son propre père. Et donc elle arrive à l'aéroport à Port-au-Prince et là elle est prise en charge par Thomas qui est son guide, chauffeur de taxi, voilà, et un raconteur d'histoires surtout. Et donc pendant les 7 heures de voyage entre l'aéroport et l'aéroport de Port-au-Prince et puis Lens-au-Folleur où le but, là où ils doivent arriver, il va lui raconter plein d'histoires. Finalement, elle n'aura sûrement pas la réponse qu'elle veut, mais voilà, il a occupé, il lui raconte. Et c'est effectivement, comme tu disais, un livre magnifique. Et moi, ce que je voulais surtout savoir en premier, c'est pourquoi avoir utilisé le monologue. C'est-à-dire que pendant les 3/4 du livre, on n'a que Thomas. Ce qui est magnifique, hein. C'est vraiment c'est splendide. Mais pourquoi que le monologue? Pourquoi Anaïs ne lui répond pas? Je me suis dit qu'elle ne devait pas dormir. Il se passait quelque chose, elle écoutait. Oh, il lui apprend beaucoup de choses. Peut-être qu'elle dormait, en effet, puisqu'on n'était pas là. Mais je pense que quand on arrive quelque part, la politesse commande qu'on commence par écouter. Et dans un deuxième temps, ça sera elle qui parlera. Et donc, il y a une partie du... En fait, c'est elle qui parle le plus. Parce que dans la deuxième partie du livre, après avoir écouté, elle prend la parole. Mais à la fin du livre, il a dit, désormais, c'est moi qui parlerai. Donc, son temps de parole à elle arrive. Et effectivement, il se passe plus de choses quand Anaïs, elle donne presque quelques réponses, mais voilà, les 3/4 du roman avec juste la voix de Thomas, qui lui explique son pays, qui lui explique les gens, voilà. Et donc, justement, c'était aussi expliquer, il lui explique bien la différence entre Haïti et puis l'Occident, entre les Noirs, les Blancs, on ne sait pas trop, mais il y a vraiment de très, très beaux passages. Et il y a
une phrase, moi, qui m'a vraiment marquée, qui était, donc, page 21, si on peut, il dit comme ça: ici, dans cette ville défigurée, ça coince tellement qu'il y a peu de place pour le silence et peu d'amour pour le mystère. Et je me disais que ça, c'était sûrement une grande différence entre les Occidentaux et puis les gens qui, de toute façon, le truc qu'ils doivent faire le matin en se réveillant, c'est un peu survivre. Donc, depuis plusieurs jours, je suis en train de chercher le mot qui fait que... Est-ce que c'est un caprice d'occidental de se créer des problèmes et d'aller chercher des réponses tout le temps? Écoutez, c'est aux Occidentaux qu'il faut poser la question. Je ne veux pas... Non, mais vous en parlez effectivement dedans. Je trouvais que ça, c'était bien. J'en parle d'un lieu précis parce que même si le pays n'est pas nommé, bon, il y a quand même une référence à Haïti quelque part. Même si le pays n'est pas nommé, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qu'est-ce qui s'est passé depuis toujours, on pourrait dire. C'est qu'il y a des gens qui arrivent et qui se mettent à parler. Il y a des experts, il y a des coopérants, il y a des amis, il y a des ambassadeurs. C'est un pays qui est toujours nommé par l'autre. Et moi, parce que j'aime bien les Occidentaux, je me suis dit, et si je faisais venir en Haïti pour une fois un Occidental ou une Occidentale qui ne venait pas parler, mais écouter. Donc, oui, il y a donc ce besoin pour Thomas de parler, parce que Thomas ne raconte pas son histoire à lui, il raconte une histoire collective. Il n'est que le passeur. Et oui, c'est ça la différence. Ce qu'il essaie de lui dire, c'est que peut-être que ton histoire individuelle, il faut essayer de la penser dans une grande histoire collective. Voilà. Si tu n'arrives pas à faire ça, c'est un peu... Il y a quelque chose que tu auras raté. Oui, justement, c'est confronter l'égoïsme d'Anaïs, finalement, qui vient que pour elle, alors que lui, il vit pour tout le monde, et puis il l'aide, effectivement, et comme vous disiez, il faut surtout écouter les autres. Et donc, par rapport à cette histoire d'experts et tout, vous décrivez des touristes arrivant sur l'île, et vous êtes là, waouh, effectivement. Mais c'est comme ça à Haïti et dans d'autres où on se sent supérieur. Et voilà, je trouvais que c'était bien, oui, de les avoir mis là. Je tiens à le dire parce que c'est vrai, toutes les anecdotes dans le livre, tous les propos que je prête aux personnages occidentaux sont des propos que j'ai entendus. Alors, on va quand même revenir un petit peu juste dans l'histoire. Je sais que tu poses une question dans ce livre, Lionel, parce que je t'ai déjà bien sûr entendu en parler, on en a déjà parlé ensemble. Cette Anaïs, en fait, sa démarche est quand même sympathique parce qu'elle va apprendre à écouter et à regarder. Et en fait, elle a une question... Je pense que tu dis, cette question qui se pose, c'est quel usage faire de sa présence au monde? Ça, je t'ai entendu le dire souvent. J'aimerais que tu nous expliques ce que tu veux dire par là. C'est pas moi qui le dis, c'est un personnage, c'est un peintre qui a choisi de vivre dans ce village, dans sa Safoleur, loin, je dirais, des centres du monde, et qui est là, tranquille, dans sa relation avec la communauté, et qui pose la question qui me semble être une question presque d'enfant, toute simple. Quel usage faut-il faire de sa présence au monde? Il y a différents usages qu'on peut faire. On peut décider que tous les biens du monde devraient nous appartenir en propre et rien aux autres. On peut décider que, bon, peut-être qu'on pourrait essayer de développer des relations positives avec les autres. Il n'y a pas de réponse à la question, mais je pense que la modestie et la plus petite dose d'humanisme en nous demande quand même qu'on se pose cette question. Quel usage faut-il faire de ma présence au monde? Je pense qu'aujourd'hui, nous vivons une époque où les gens ont peut-être trop peur de se poser cette question et chaque individu se prend en soi pour une sorte de miracle, alors que nous ne sommes pas des miracles, nous sommes des fatalités conçues, peut-être accidentellement d'ailleurs par nos parents, et nous sommes là, nous avons peut-être une responsabilité envers nous-mêmes et envers les autres, de se demander what in the world am I doing here? Qu'est-ce que je fais de moi-même dans ma relation avec les autres? Alors, il y a une histoire mystérieuse aussi dans ce livre qui est racontée dès le départ, qui se déroule à Lens-Affoleur. C'est assez... L'incendie? Oui, c'est assez... Oui. Tu peux en dire un mot de cette histoire un peu mystérieuse là? Le grand-père d'Anaïs, oui. Je ne vais pas garder le micro trop longtemps. Bon, l'histoire, enfin, le grand-père d'Anaïs, il est mort, mais comment est-il mort? Il avait fait construire une maison dans ce village, dans Safoleur, en volant les terres des paysans. Et lui et son complice, son grand ami,
Lui est un grand bourgeois qui travaille dans l'import-export, enfin qui sévit dans l'import-export, et son meilleur ami était un colonel de l'armée. Donc c'était une façon de caricaturer les deux oligarchies qui dirigent Haïti. Et un beau jour, les propriétaires des maisons disparaissent, les maisons disparaissent, on ne sait pas ce qui est arrivé, est-ce qu'il y a un incendie, qu'est-ce qui s'est passé, simplement on ne voit plus les propriétaires, on ne voit plus les maisons. Et Anaïs, elle arrive en se demandant, bon, elle voudrait quand même percer le mystère. Est-ce que son père a tué son grand-père? Comment est-il mort? Et finalement, quand elle arrive au village, elle découvre que les gens ne se posent pas cette question, parce que dans le tableau que peut être la belle amour humaine, celles-là n'avaient pas leur place. Donc ils ont disparu et personne dans le village ne se préoccupe de savoir comment ils ont disparu. Qu'est-ce que ce serait bien si on pouvait supprimer tous les gens qui n'ont rien à faire dans le tableau? La belle amour humaine de Lionel Trouillot, paru aux éditions Actes Sud. Alors, on enchaîne avec le livre de Wendela Vida, Se souvenir des jours heureux. Voilà, Wendela Vida est une journaliste et écrivaine américaine, née à San Francisco, rédactrice en chef de la revue littéraire The Believer. Vous avez une librairie à San Francisco qui s'appelle 826 Valencia, je prononce à la française. Hein. Vous êtes l'épouse de l'écrivain Dave Eggers, dont on regrette tellement l'absence dans ce festival américain. Voilà, il y a eu un petit problème, il n'a pas pu venir. Vous avez travaillé d'ailleurs sur un film avec lui en tant que co-scénariste. Et là, vous allez nous parler d'un livre qui a été traduit par Adèle Carasso et qui s'intitule Se souvenir des jours heureux. C'est un livre paru aux éditions Albin Michel. Béatrice, à toi de jouer. Donc Yvonne, 50 ans, récemment veuve, elle décide d'aller sur son lieu d'aller seule en Turquie, sur le lieu où elle est allée en voyage de noces. Voilà, et justement se souvenir des belles choses. Et juste avant de retrouver ses enfants pour une croisière et tout. Et puis, évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Une suite de rencontres va perturber sa semaine de tranquillité. Il faut savoir que le titre en anglais, c'était Lovers ou The Lovers, qui est les amants, que je trouvais aussi très beau, qu'on aurait pu garder. Mais bon, voilà. Et ce que je voulais, une des questions était le portrait d'une femme de 50 ans, quand vous, évidemment, vous n'avez pas 50 ans. Est-ce que c'est une peur de ce qui peut vous arriver? Comment on peut? Est-ce que c'est facile pour un écrivain d'écrire sur quelqu'un, un personnage, une femme en plus, qui a 20 ans de plus que vous? She's not 20 years older than me, but thank you. In the past, my previous novels were about women much younger than myself, and I think I want to challenge myself. As a writer, you're always trying to challenge yourself by trying something new. So I wanted to write about someone older than myself, and in the third person. I was really interested in a character like Yvonne, because she wants to find herself as a wife, as a mother, as a school teacher, and all of these things are taken away from her when she's 53 after her husband passes away. And I'll stop and let my translator. Elle n'a pas 20 ans de plus que moi, mais merci beaucoup pour ce compliment. Dans les précédents romans que j'ai écrits, les héroïnes étaient beaucoup plus jeunes que moi. Et là, en fait, j'ai décidé de m'imposer un nouveau défi. Je voulais essayer quelque chose de nouveau. Et ce qui est intéressant avec Yvonne, c'est qu'avant d'être veuve, elle se définissait comme étant une mère, une épouse, une enseignante. Et là, tout d'un coup, cela cesse, elle n'a plus ce point de repère. And so I wanted to write about a woman like Yvonne, how she is defined and how she's seen by society when everything that once defined her is taken away from her. Et donc, ce que je voulais faire, c'est voir comment elle était perçue par la société une fois que tout ce qui la définissait avait disparu. Oui, justement, c'est ce qu'elle veut fuir, c'est la pitié de ses amis, de ses collègues, voire même de sa famille, parce qu'elle est veuve, donc on est là à ses petits soins, et elle n'en veut plus, et c'est pour ça qu'elle s'en va. I talked to a lot of women, when I was writing this book, I talked to a lot of women who were around Yvonne's age who had lost their husbands.
and they all said the same thing. They said it was after the first 2 years were very hard, but it was actually after 2 years had passed that things became very hard, because for the first 2 years, people were taking care of them and making sure they were fed and making sure that everything was taken care of and checking in on them. But after the 2-year point, people tended to act like they should get on with their lives. And so for me, it was very important to start the book at a point at the 2-year mark. And she goes back to Turkey, to the place that she once honeymooned with her husband, to better understand how things in their life went wrong. She goes back to the beginning. Lorsque j'ai écrit ce livre, j'ai parlé à de nombreuses femmes de nombreuses veuves qui avaient l'âge d'Yvonne, et ce qu'elles disaient, c'était que c'était très dur pendant les 2 premières années après la perte du mari, mais que les gens étaient extrêmement prévenants durant ces 2 ans. Et puis après ces 2 ans, bon, bah, leur entourage considérait qu'il fallait que la vie continuait, et c'était encore plus dur en fait. Et c'est pour ça que j'ai choisi que le roman se déroule 2 ans après la perte du mari de l'héroïne. Et c'est pour ça qu'elle décide, c'est très important cette période de 2 ans, et c'est pour ça qu'elle décide de retourner en Turquie, là où elle a passé sa lune de miel, pour voir qu'est-ce qui s'est mal déroulé dans sa vie. L'importance des lieux aussi, je pense qu'on peut en dire un mot, puisqu'elle retourne dans un endroit où elle a été extrêmement heureuse, donc elle regardait, dont elle garde un souvenir évidemment, et quand elle y revient dans cette nouvelle situation, elle ne voit plus du tout le même paysage. L'importance du lieu. No, she sees it much changed. In fact, the book came about because I visited Turkey when I was finishing another book, and I had a great time there. And I was with my husband, and we had a wonderful summer. They were both finishing books, and about a year later, this strange town we'd stayed in, kept appearing in my mind, and so I went back there, and I brought 2 friends with me. And it was very easy. Before, my last book was set in Lapland, in the Arctic Circle, and I had to go there and research it in January. And I couldn't convince anyone to come with me. But turns out getting friends to come with you to Turkey in the summer is very easy. Donc effectivement, les paysages ont changé. Je me suis rendu en Turquie à de nombreuses reprises. J'ai eu des moments très agréables avec mon mari. Quand j'étais en Turquie, j'étais en train de finir un autre livre, mon mari également. Et j'ai été dans une ville qui était un peu étrange, et j'ai décidé d'y retourner. Avant cela, j'ai écrit un livre qui avait lieu en Laponie, au-dessus du cercle polaire. Et c'est beaucoup plus facile de trouver des gens pour vous accompagner en Turquie durant l'été que pour aller en Laponie. And so I was very excited to show my friends this town of Dacia on the southwestern peninsula. And when we finally got there, we arrived and I saw it through their eyes. It was not actually that nice of a town at all. And they said, "Are you sure this is the same place that you dragged us across the ocean to come visit?" And really the difference between those 2 trips is what gave rise to the book. Because I thought, what kind of person would come back to a place they once went to and be so disappointed to find it had changed so much? Je me suis rendu à Dacia, la ville turque en question, qui est située dans la péninsule du sud-ouest. Et mes amis me demandaient, mais tu es sûr que c'est bien l'endroit où tu as été? Tu avais l'air de décrire ça comme un lieu idyllique. Et donc, au cours de mes deux voyages, j'ai vraiment vu la différence, et c'est ça qui m'a fourni l'inspiration pour écrire ce livre. Alors, il ne va pas falloir raconter toute l'histoire, et ça, c'est compliqué parce qu'il faut découvrir un petit peu ce qui se passe, mais on peut juste dire quand même qu'il y a une rencontre déterminante dans ce livre avec un petit garçon. Voilà, on commence le livre et on se dit, bon, ça va être un beau voyage en Turquie de cette femme qui va se reconstruire, voilà. Et pas du tout. Pas du tout. Et en plus, il y a un portrait très étrange d'Yvonne. C'est-à-dire qu'au début, on a un peu, comme ses amis finalement, un peu pitié pour elle. On se dit, bah voilà, ses enfants sont grands, ils sont partis, elle a des drôles de relations avec ses enfants. Et puis elle-même, son portrait change pendant tout le roman. On ne sait pas trop si on l'aime bien ou si on ne l'aime pas, quoi. Voilà. On s'aperçoit que sa vie, quand elle était prof, c'était un peu comme ça. Ses enfants, elle a vraiment de drôles de rapports avec ses enfants. Et on s'aperçoit que celle qu'elle aimait moins bien, finalement, c'est peut-être celle qui est plus proche d'elle. C'est très troublant comme histoire de famille.
Well, it was a deliberate choice on my part to make the reader not sure how they felt about Yvonne and be perplexed by her. I actually really, I really enjoy writing unlikable characters. I think that if you want friends, you can find likable people to be friends with, but I actually really enjoy reading about people who are more complicated and maybe not, not likable. And actually, it's something I try to do now, because when my last book came out, the first question I got was, why is your character so unlikable? And I had never thought of her as unlikable. And then I realized that, especially as a woman, I felt like people were always asking me, why do you write unlikable characters? And I couldn't see anyone, no one asked Philip Roth why he writes unlikable characters. And so now I really relish liking characters that are unlikable. Or just complicated, not necessarily unlikable, but just real people. Donc c'était un choix délibéré pour un peu dérouter le lecteur. Je voulais que le lecteur ne soit pas sûr. Et moi, j'aime bien écrire d'écrire des personnages qui ne sont pas forcément sympathiques. Si on veut des amis, ben on peut trouver des amis, mais j'aime bien les personnages un peu plus compliqués, qui ne sont pas forcément attachants ou sympathiques. On m'a beaucoup posé cette question, pourquoi dans votre livre, il y a des personnages peu sympathiques? Et personne ne pose la question, mais pourquoi vous écrivez à propos de personnages sympathiques? Est-ce que je me trompe si je dis que c'est aussi un petit peu un livre sur le sentiment de culpabilité? I think very much it's about guilt. I think anytime you're looking at the past, I think it's impossible to look at the past without feeling some guilt, and that's what she's doing. She's looking at her life and her children and feeling guilt. And I'm sure, I wrote the book when I was pregnant with my second child, my son, and in the my due date and the book due date were the same day. And my son won. And I think I was finishing it when he was very little. And I think as a new mother, you're just already thinking about all the mistakes you might make. And I was hoping to put all those mistakes in a book so I wouldn't make them in real life. Donc effectivement, c'est un livre sur le sentiment de culpabilité. Quand on se penche sur le passé, c'est impossible de ne pas ressentir, d'éprouver cette culpabilité. J'ai écrit ce livre quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant, mon fils, et le livre, j'ai eu mon fils et le livre est sorti presque en même temps, et je me suis posé la question, est-ce que je vais être une bonne mère, est-ce que je ne vais pas faire des erreurs? C'est quelque chose qui est inévitable. Voilà, alors, Ce souvenir des jours heureux, un livre paru chez Albin Michel de Wendela Vida, que l'on vous invite bien sûr à découvrir aussi à travers la lecture. Alors, on va terminer ce plateau avec Dinao Mengistu, qui est né à Addis Abeba. Sa famille a quitté l'Éthiopie lorsqu'il était âgé de 2 ans. Il a été élevé à Peoria, dans l'Illinois, puis dans les faubourgs de Chicago. Il est l'auteur d'un livre qu'on avait beaucoup aimé. Vous l'aviez présenté ici déjà, ce livre, des belles choses que porte le ciel. Oui, en 2008. Ouais. Voilà. Et puis là, qui a donc obtenu le prix du premier roman étranger en 2007. Et là, on va parler d'un autre livre. Les titres sont très beaux aussi. Je ne sais pas si c'est vous qui les choisissez, parce que de temps en temps, on nous dit que ce sont les éditeurs. Celui-ci, Ce qu'on peut lire dans l'air, est un livre traduit par Michel Albaret Match. On dit Match? Oui, je pense que c'est pas mon nom. Mais... Ah, tu ne sais pas plus que moi, en fait. Voilà. Et on va donc découvrir un petit peu la trappe de l'histoire avec toi, Béatrice. Donc encore une histoire de famille, évidemment, une histoire de couple, là aussi qui ne va pas bien. Donc dans les années 80, un couple se retrouve alors qu'ils sont mariés depuis 3 ans, mais ne se sont pas vraiment vus. Lui, déjà aux États-Unis, Joseph et Myriam. Et le début du livre commence par leur voyage de noces direction Nashville. Voilà. Et là, c'est le début du naufrage conjugal. Ça commence très fort. Ça commence. Et 30 ans après, on retrouve leur fils, Jonas, qui lui aussi est en pleine crise conjugale. Donc il essaye de faire un peu le point. Et pour faire le point, il repart sur la trace de ses parents. Et justement, il va réemprunter le chemin qu'a pris ses parents, 30 ans plus tôt. Et là, je me disais qu'avec son deuxième roman, Dino abordait de nouveau le problème, par contre, d'être encore
partagé entre 2 continents. Mais là, en plus, il rajoute des problèmes de couple. Et tout le roman, c'est les questions de violence, de mensonges. Les parents, c'est violence, mensonges tout le temps. Et puis lui, Jonas, pareil, avec sa femme, avec ses étudiants, c'est mensonges. Et puis un peu de violence aussi. Oui, bien sûr. Sur tout le livre, il y a une histoire de violence et avec cette histoire de violence, c'est accompagné avec les mensonges. Et les mensonges, c'était une façon de manager la violence. Parce que la violence pour Jonas, c'était trop. C'était une histoire avec son père et sa mère qui, pour lui, il ne comprend pas très bien. Il vit toute sa vie dans une petite boîte. Il utilisait le mensonge pour dire, bon, tout ça va. Si je suis blessé par quelque chose, non, ça va, je peux continuer comme ça. Et à la fin, non, c'était impossible de lui. Il était obligé de comprendre cette violence et aussi de comprendre son histoire. Et c'était avec ça que le mensonge, ça peut être transformé. C'était pas juste un mensonge, aussi c'était le début d'un narrative, c'est le début d'une fiction. C'était avec cette histoire qu'il commence à écrire avec ses étudiants. Ça a transformé le mensonge et finalement, c'était une belle histoire. Pas une belle histoire, c'est une histoire un peu dure, mais c'était une histoire qu'il construit avec plein d'amour, aussi avec un désir de comprendre son père et sa mère. Et c'est pas juste un mensonge, c'était pour lutter contre le silence aussi. Oui, c'est ça, voilà, c'est sûr. C'est ça. Ouais. Oui, on se dit que Jonas, c'est puisqu'il sait mentir, inventer, c'est un écrivain. Oui, bien sûr. Ouais, j'ai dit toujours, la fiction, c'était un mensonge, c'était un bel mensonge. Et on utilisait le mensonge de fiction de comprendre notre réalité. Je pense qu'on n'a pas juste une vérité dans le monde, on a plusieurs. Et chaque écrivain, chaque auteur, chaque lecteur, on a une autre perspective, on a un autre regard. Et avec les mensonges de Jonas, c'est un bel mensonge. C'est un mensonge qu'il utilisait de dire, bon, peut-être ça, c'est la vérité, peut-être pas. Mais si j'ai dit ça avec plein d'amour, avec plein de complications. Oui, puis de la sincérité aussi, parce que parfois, quand il ment, il s'en rend même pas compte. Et c'est pour ça, arrivé à la fin du roman, on ne sait plus ce qu'on a lu. Ouais. Mais c'est bien, justement, on reste sur un sentiment très particulier parce que finalement, depuis le début, c'est pas un gros mensonge. Oui. Oui, c'est très bien. Hein. Ouais, mais il y a plein de gens qui disent, bon, la vérité, c'est quoi? J'ai dit, bon, la vérité, c'est comme tu veux. La vérité, c'est toi qui choisis la vérité. C'est celle qu'on choisit, nous. Oui. Là aussi, on croit ce qu'on veut. Et la problématique que vous abordez, dans ce deuxième roman également, c'est donc d'être partagé entre 2 continents, l'Afrique et les États-Unis. Et je voulais savoir si, d'après vous, cette problématique pouvait durer toute la vie. En plus, vous êtes parti là-bas très jeune. Est-ce que vous pensez que ça va vous poursuivre toute votre vie? Est-ce que dans le roman, par exemple, Jonas, ça peut le poursuivre lui aussi toute sa vie? Non. Moi, j'ai commencé à écrire pour trouver une solution de ce problème. Quand j'étais petite, je pense, mon père a dit toujours, toi, tu es éthiopienne. Et en même temps, tout le temps, quand je sors de la maison, je suis avec les amis américains, on jouait le basketball, on mange le hot dog. Et je rentre dans la maison, non, toi, tu es éthiopienne. Et en même temps, derrière de ça, il y a des gens qui disent, tu es pas américaine, tu es pas éthiopienne, tu es noir, tu es un nigger. Et ça, c'était une autre identité. Et finalement, pour moi, avec l'écriture, c'était une façon de construire une identité. Et je peux dire, bon, je suis éthiopienne, je suis américaine en même temps, je ne suis pas obligé de choisir entre les deux. Et avec un personnage comme Jonas, je peux construire une place dans le monde de la littérature américaine pour un personnage comme ça. Tu dis dans une interview que tu voulais, avec ce roman, faire entrer l'Afrique dans l'Amérique. Oui. Tu peux nous expliquer cette démarche? Oui, parce qu'on a plusieurs idées d'Afrique. Mon père, quand j'étais petite, il a dit, la première question, c'était toujours, ah bon, tu es éthiopienne, tu es bien d'être dans les États-Unis, parce qu'en Éthiopie, tu as la famine, tu as la guerre, et maintenant, ici, tu peux manger comme tu veux. Et mon père a dit, non, on n'était pas ici pour la famine, on était là pour une guerre civile.
C'était le communiste on a fui le communisme, pas la famine. On a une histoire plus compliquée de juste ça. Quand j'ai dit, bon, j'ai envie de mettre l'Afrique dans les États-Unis, c'était parce que moi, je suis déjà un parti des États-Unis. Je suis un parti d'Afrique aussi. Je suis déjà là. Et je ne suis pas toute seule aussi. On a plusieurs comme moi. Aussi, c'est pour compliquer l'idée Afrique, c'est pas juste ça. Aussi, Afrique, c'est pas un pays. C'est un continent. J'ai donné pas Afrique, j'ai donné juste une petite partie d'Afrique. C'est sûr, je suis pas un représentatif de tout le continent. Je suis juste une petite voix. Non, d'accord. Ce que je voulais dire, c'est que l'écriture de Dinao est extraordinaire, très belle. Poétique et tout. On avait déjà ça dans le premier, mais là, encore plus, quoi. C'est vraiment... Et puis vraiment, cette histoire de mensonge où on ne sait jamais où on va. Et puis, c'est voilà, un chapitre sur 2, c'est lui, ses parents, le rapport qu'il a avec ses parents, la mère qu'il retrouve. Il y a plein de bonnes choses. Et moi, ce qui me trouve quand même, c'est ce qu'il est capable. On sent qu'il a peur de refaire la même chose que ses parents. L'histoire que ses parents, dès le début, ça n'a pas fonctionné. Lui, il hésite à s'engager, il s'engage. Et puis voilà, puis il lui ment, cette... je ne sais plus comment elle s'appelle, Angela ? Oui. Il lui ment, quand elle lui ment, il fait comme s'il ne voyait rien. On sent qu'il est vraiment sur la défensive. Oui. Qu'il a un mauvais exemple de couple. Donc un peu comme le père de Danzy, il a un mauvais exemple, il ne sait plus. Oui, non, c'est sûr, il passe toute sa vie avec l'idée qu'il ne veut pas être comme son père. Et parce que son père, c'était un homme très violent. Et en même temps, parce qu'il a peur de son père, à la fin, il est presque le même. Parce que le mensonge aussi, c'était une façon de violence. La violence, c'était une expression. Quand on n'a pas une langue, on utilise la violence. Et Jonas, il a plein de langues. Il est américain, il était presque un écrivain. Et avec sa femme, Angela, il n'était pas violent, mais en même temps, il est violent parce que toutes les choses qu'il a dit, c'était un mensonge. Il a dit, bon, je suis bien. Il n'était pas bien. Il a dit, bon, je suis contente avec notre vie. La vie, c'était un désastre. Ouais. Vous dites à un moment, Jonas se blinde. En tous les cas, c'est la traduction. Il ne veut rien voir et il ne veut surtout que rien ne l'atteigne de ce que font ses parents. Surtout, il ne faut pas que ça m'atteigne. Donc, il se met il s'entoure comme ça, donc rien ne l'atteint. Et sa femme, même chose. Ses étudiants, il est en dehors de l'histoire. En dehors de l'histoire de ses parents, en dehors de cette histoire de vie, de sa vie de couple, quoi. Il est par moments, on le sent passif. Oui, mais aussi derrière de ça, il était complètement cassé. Il a construit un personnage tranquille, calme, parce que derrière de ça, il comprend s'il dit un mot, peut-être il va casser. Oui, si sa vraie nature ressort, il va être lui aussi violent. Et voilà. Bon, moi, je pense que le mieux, c'est de lire. Voilà, il faut lire ce livre, ce qu'on peut lire dans l'air, paru aux éditions Albin Michel, un livre qui a été traduit donc par Michel Albaret-Match, qui est une merveille, mais vous le savez parce qu'on en a beaucoup parlé, il y a eu énormément de presse sur le livre de Dino, et c'est un livre qu'il faut absolument découvrir. Je crois que c'est un livre qui demande un peu d'intimité pour vraiment, je sais pas, le sentir. Voilà, je dirais ça comme ça. Les autres livres de nos invités, que l'on vous conseille aussi. Mais de toute façon, les 4 sont très bien. J'ai encore cette chance, comme il y a 2 ans, d'avoir 4 très beaux romans. Tant mieux. Se souvenir des jours heureux, Vende la Vida, paru aux éditions Albin Michel également. Et je redis à chaque fois le nom des traducteurs, Adèle Carasso. Celui de Lionel Trouillot, La belle amour humaine, paru aux éditions Actes Sud. Et puis celui de Danzy Senna, Où as-tu passé la nuit, qui est aussi traduit par Béatrice Trottignon et qui est aussi paru aux éditions Actes Sud. Voilà, ils vont, je pense, aller signer leur livre là dans la librairie volante qui est à côté. Puis comme on vous le disait tout à l'heure, le Salon du Livre reste ouvert jusqu'à 21h, donc vous pouvez aussi les rencontrer là-bas. Merci aux interprètes. Merci aux auteurs et merci à toi, Béatrice.